Afin d'aborder le sentiment de compétence, appelé également sentiment d'auto-efficacité, même s'il y a une légère différence entre les deux, mais nous ne l'aborderons pas ici, je vous propose le plan suivant. Examinez dans un premier temps quelles sont les sources du sentiment de compétence. Puis, examinez le lien entre le sentiment de compétence et les émotions. Et enfin, se poser la question, à quoi sert un sentiment de compétence élevé? Le sentiment de compétence fait partie des représentations de soi, comme l'estime de soi, et il a été conçu dans un premier temps par Albert Bandura, qui disait la chose suivante. La motivation d'une personne, ses états émotifs et de ses actions reposent davantage sur sa représentation de soi que sur ce qu'elle peut réellement. Beaucoup d'élèves ont des difficultés, selon Bandura, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Parce qu'ils pensent ne pas être capables de dépasser les difficultés de l'apprentissage, ne pas être capables de faire face à ces difficultés, y compris sur le plan émotionnel. Le sentiment d'auto-efficacité se définit comme la confiance qu'a un individu dans ses capacités pour faire face à une tâche. Il détermine la façon dont il va faire face à cette tâche et le niveau de réussite qu'il va atteindre. L'auto-efficacité ne se confond pas avec l'estime de soi, cette dernière étant, comme nous l'avons vu, liée au sentiment de sa propre valeur. Quelles sont les sources du sentiment d'auto-efficacité? Pour Albert Bandura, il y a plusieurs sources qui alimentent le sentiment d'auto-efficacité. Tout d'abord, nos expériences antérieures. Les réussites alimentent positivement notre sentiment de compétence et, bien entendu, les échecs, au contraire, affaiblissent le sentiment de compétence. Les expériences de réussite renforcent le sentiment d'auto-efficacité alors que celle de l'échec le diminue. Autre source importante est ce qu'on appelle l'imitation vicariante, c'est-à-dire l'observation d'autrui dont on juge les capacités semblables. Nous prenons confiance en nous quand nous voyons que quelqu'un que nous estimons semblable à nous réussit. Nous nous disons, si lui peut y arriver, moi aussi. Mais si nous estimons que cet autre ne nous ressemble pas, qu'il est différent, alors le voir réussir ne remontera pas notre confiance en nous. Si je suis une fille et que je pense que les garçons sont bons en maths, mais pas les filles, et si je vois un garçon réussir, cela n'atteindra pas mon sentiment de compétence en mathématiques. En revanche, si je vois une fille réussir, je vais me dire que je peux y arriver aussi. Bien souvent, en milieu scolaire, les enseignants donnent en exemple à la classe les élèves qui réussissent. Ils pensent que cela va motiver les autres élèves qui vont vouloir l'imiter. Mais les élèves en difficulté auront tendance à se dire que les élèves qui réussissent ne sont pas comme eux. Eux, ils sont intelligents, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et ils n'essaieront pas de les imiter. En milieu scolaire, se voir donner en modèle un élève jugé supérieur à soi est peu aidant pour celui qui réussit mal ou avec difficulté. Cela peut même générer des émotions négatives comme la honte, l'envie, la frustration et le découragement. Autre source possible, les commentaires que font les autres sur nous. S'ils sont positifs, ils pourront nous aider à doper notre confiance dans nos capacités. Mais là aussi, les commentaires doivent provenir d'une personne à qui nous attribuons une certaine expertise.
À la petite enfance, les parents ont le pouvoir de persuasion le plus fort. Dès l'entrée à l'école, les enseignants partagent ce pouvoir et deviennent rapidement plus crédibles. Le sentiment de compétence est aussi à mettre en lien avec les états émotionnels. Tout d'abord parce que avoir confiance en soi dans ses capacités diminue le stress et l'anxiété d'échec. Mais cela marche dans l'autre sens aussi, car un élève qui se laisse déborder par ses anxiétés et ses pensées interférantes pendant un examen va perdre confiance en soi et son sentiment de compétence, ce jour-là, va s'affaiblir. S'il vit des expériences répétées comme celle-ci, il se peut que son sentiment de compétence plus global soit définitivement affecté. Les états émotionnels provoqués par une situation d'examen sont perçus différemment selon le sentiment d'auto-efficacité de l'élève. Plus l'élève aura confiance en lui et plus le stress ou l'anxiété d'échec sera faible. Selon le sentiment de compétence, nous allons maintenant voir que les échecs ne sont pas attribués aux mêmes causes. Et de ce fait, le ressenti émotionnel ne sera pas le même. Si les échecs sont attribués à ses capacités, il est probable que l'élève ressentira des affects comme la honte, le déshonneur, l'humiliation. Si en revanche ces échecs sont attribués à un manque d'effort, il ressentira plutôt des émotions dont la nature se rapproche de la culpabilité, du regret, des remords. Et cette différence dans le ressenti émotionnel aura des conséquences sur le comportement. La culpabilité provoque plus facilement en effet une remise au travail, alors que la honte déclenche plutôt des comportements de fuite ou d'évitement. Ces enfants qui sont en manque d'affirmation vivent la difficulté et l'échec comme une menace de leur intégrité. Ils se sentent complètement dépassés par les événements. À force d'être confrontés à des attentes qui dépassent de loin leur potentiel, ces enfants finissent par baisser les bras. Cette impression constante d'être submergé par les difficultés risque de provoquer un sentiment d'impuissance, de démotivation et du même coup de dévalorisation et donc d'atteindre leur estime de soi. À quoi sert un sentiment élevé de compétence? On a pu établir que un sentiment de compétence ou d'auto-efficacité élevé avait pour effet de faire face à la difficulté avec beaucoup plus de persévérance. Ce sont les élèves qui ont un sentiment d'auto-efficacité élevé, sont des élèves qui se découragent moins facilement, qui font davantage d'efforts et qui persévèrent plus face à la difficulté. Ce sont également des élèves qui demandent facilement de l'aide en cas de difficulté, gèrent mieux leur stress et anxiété et font preuve de stratégie d'autorégulation. Lorsque les élèves ont un sentiment de compétence négatif, un sentiment de compétence faible, alors que si on mesure leurs compétences, ils n'ont pas de raison d'avoir ce sentiment de compétence faible, on va parler de biais négatif ou d'illusion d'incompétence. L'illusion d'incompétence est le décalage marqué, négatif, entre les capacités ou le potentiel réel de l'élève et l'évaluation qu'il en fait. Un certain nombre d'élèves, déjà en maternelle et tout au long du primaire, en général
les recherches ont montré qu'il y avait entre 20 et 25% des élèves en primaire qui présentent cette illusion d'incompétence. Et les conséquences de cette illusion d'incompétence sont nombreuses. Ce sont des élèves qui présentent peu de plaisir, de fierté, de satisfaction de soi. Des élèves qui font preuve de peu de persévérance et d'autonomie. Qui ont une anxiété plus élevée devant l'évaluation. Qui ont des attentes de rendement et donc des rendements effectivement plus faibles. Ça, c'était pour le court terme. À plus long terme, les conséquences peuvent être plus graves. Elles peuvent être de l'ordre de l'isolement social, de l'abandon scolaire prématuré, décrochage scolaire, des difficultés d'orientation de carrière. Ce sont des élèves qui vont éviter des travaux présentant des défis et donc qui ont une marge de progression plus réduite. Des élèves qui présentent une curiosité et un intérêt moindre pour les apprentissages. Des élèves qui s'ennuient devant l'apprentissage des matières scolaires et qui font preuve d'une certaine passivité en classe et d'un engagement faible. Pour terminer ce cours, je vous propose un dernier diaporama qui traitera des stratégies auto-handicapantes. Ces stratégies de protection de soi pour les élèves en difficulté.